Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin, Bretagne. Nous sommes très heureux de passer cette petite heure en direct avec vous. Alors ce matin, notre invitée d'honneur, c'est la réalisatrice bretonne Marion Gervais, auteure du magnifique documentaire Anaïs s'en va en guerre sur cette jeune femme extraordinaire qui cultive des plantes et fait des tisanes en Ille-et-Vilaine. Multi-primée, Marion Gervais a poursuivi avec un autre film qui s'appelle La Belle Vie. C'est une femme libre que nous recevons ce matin sur un fil, comme elle aime à dire. Elle se racontera dans un instant. Nous évoquerons ensuite une question délicate. Comment parler d'agression sexuelle avec son enfant? L'informer est essentiel, bien entendu, pour le protéger. Alors quand faut-il aborder le sujet? De quelle façon? Quels mots utiliser? Nous ferons le point avec Gwendoline Brahim. Nous vous présenterons aussi un boîtier connecté qui pourra rendre bien des services aux personnes dépendantes. En cas de besoin, un appel et à l'autre bout du fil, un réseau local constitué de particuliers, d'entreprises et d'associations. Télimed, c'est le nom de cet objet d'assistance. Ses créateurs lancent un appel au financement participatif sur la plateforme Kengo. La directrice du projet, Aurélie Schaeffer-Morin, est avec nous ce matin. Nous ferons le point également sur les prouesses de la chirurgie cardiaque. Réparer un cœur, le changer quand on ne peut plus rien pour lui, c'est le quotidien du professeur Erwan Fleischer. Il exerce au CHU de Rennes. Les greffes, les cœurs artificiels, c'est son quotidien. Quel traitement, quelle qualité de vie? On en parle avec lui tout à l'heure. Enfin, quelques conseils ce matin si vous avez décidé de vous mettre à la marche ou au footing. Que faire de vos bras? Comment respirer? Hugo Mamba, directeur sportif du Stade Rennais Athlétisme, répondra à toutes ces questions. Sans oublier en fin d'émission le débriefing de la comédienne Catherine Bossard. Voilà pour le sommaire. Un menu dense ce matin. Bonjour Marion Gervais. Bonjour Laurence. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. On est très heureux de vous avoir avec nous. C'est la belle vie avec vous tous les jours. Presque. Vous êtes la réalisatrice du très très beau film Anaïs s'en va en guerre qui a fait un buzz énorme sur la toile. Combien de vues? C'était entre 800 000, 1 million à peu près. 800 000 et 1 million de vues, impressionnant. Ouais. Alors vous êtes née à Paris dans le 15e arrondissement, mais vous avez passé néanmoins beaucoup de temps en Bretagne, à Saint-Malo, chez vos grands-parents. Oui, chez mes grands-parents qui avaient une maison et donc j'y allais depuis que j'étais petite. Bon, la Bretagne, de toute façon, ça vous gagne, ça laisse des traces forcément, on l'évoquera tout à l'heure. Nous, on voulait en savoir un petit peu plus sur vous, sur votre enfance, vos passions, tout ça. Je vous propose de tirer un premier petit papier. On va voir ce qui sort tout de suite. Alors, un cœur simple, ça c'est ma première lecture, parce que les livres, ça a été, c'est toute ma vie, c'est une partie de ma vie. Les écrivains m'ont sauvée. Et puis, un cœur simple de Flaubert, ça a été ma première rencontre avec des histoires écrites. Et cette rencontre avec Félicité, cette femme d'une bonté incroyable. J'étais toute jeune, j'avais 14-15 ans. J'étais bouleversée par cette femme avec ce cœur énorme, cette intelligence humaine. Et voilà, donc ça a été ma premier monde dans les livres. L'intelligence humaine, c'est sûrement une des caractéristiques également qui vous concerne. Certainement, on évoquera tout à l'heure. Je vous propose de tirer un deuxième petit papier. On va parler d'une autre rencontre importante pour vous. Un homme que je n'ai jamais rencontré. Enfin, rencontre virtuelle, on va dire. Que j'aime profondément, qui s'appelle Claude Lucas. Alors, qui est cet homme? Alors, cet homme, c'est un homme solitaire qui a erré pendant des dizaines d'années à travers l'Europe et qui était un gangster solitaire, philosophe. Un écrivain gangster, presque. Un écrivain. Après, en prison, il a écrit. Et voilà, c'est surtout... Moi, ce qui m'avait bouleversé, c'est qu'il commence son livre en disant « J'étais presque mort. Voilà, j'ai commencé ma vie par le vide. » Il vivait à Saint-Malo, sur le Sillon, et ses 2 parents se sont suicidés il y avait quelques mois. Et donc, ça a déterminé toute cette errance solitaire pour vivre. Il était un gangster, il n'a jamais eu de sang sur les mains. Voilà, ce rapport au vide me parlait beaucoup, ce rapport au néant, comment on fait, voilà. Et donc, il a écrit ce chef-d'œuvre, pour moi, qui s'appelle Suerte, édité par Terre Humaine, Jean Mallory. En prison, il a passé une licence de philo, etc. Et ce livre, c'est au-delà de sa description des prisons à travers l'Europe, c'est 30 ans de prison. Voilà, c'est une quête de lui-même, c'est des questionnements, c'est d'une profondeur inouïe. Il a été préfacé par Lévinas, enfin vraiment un combattant incroyable, Et c'est fou comme il m'a marqué. Et 30 ans après, j'ai essayé de le retrouver quand il est sorti de prison. Je voulais faire un film avec lui. Mais bon, à l'époque, j'étais trop enflammée, donc j'ai écrit une lettre trop enflammée. Je crois qu'il a dû avoir très très peur.
femme enflammée est avec nous ce matin et on est bien content de la recevoir. Marion Gervais. Alors Marion, nous allons maintenant rester dans l'univers de l'enfance et dans les questions difficiles à aborder parfois. Un sujet délicat, les violences sexuelles. Comment informer nos enfants, les sensibiliser, les protéger également? Eh bien, c'est une question que nous allons aborder avec notre chroniqueuse Gwendoline Brahim qui nous rejoint tout de suite. Bonjour Gwendoline. Bonjour. Alors ce matin, vous avez choisi un sujet délicat, oui. Mais ô combien essentiel. Oui, très important. Quelques chiffres d'abord. Combien d'enfants en France sont victimes de violences sexuelles chaque année? Alors déjà, dans le monde, plus généralement, l'OMS estime que 150 millions de filles et 73 millions de petits garçons auraient subi des violences sexuelles. Mais alors, les chiffres, c'est déjà très, très grave, c'est vraiment très triste. Mais alors, il faut savoir qu'en 2015, l'UNICEF a fait une enquête et a révélé que seulement 4% de ces enfants avaient été pris en charge par la protection de l'enfance. Parce que malheureusement, l'importance des chiffres et de ces violences sexuelles est complètement masquée par le fait qu'on n'en parle pas. Il y a tellement une stigmatisation, une loi du silence autour de ça que les familles ou les enfants n'osent pas en parler. Ils ont aussi peur des autorités, donc dans certains pays, ils ont peur de ne pas être crus, de ne pas être entendus. Et c'est cette image, avoir après le regard sur soi et voilà, cette stigmatisation qui peut être très très empreinte après jusqu'à l'âge adulte et pour toute l'histoire familiale finalement. Ils n'en parlent pas, donc les victimes ne sont pas reconnues. Et au niveau de la reconstruction, c'est absolument catastrophique jusqu'à l'âge adulte. Les enquêtes qui sont faites auprès des victimes qui veulent bien en parler aujourd'hui révèlent que les adultes disent qu'ils n'ont pas été reconnus comme victimes quand ils étaient enfants, qu'ils n'ont essayé de parler mais qu'ils n'ont pas forcément pu parce qu'ils pensaient qu'ils ne seraient pas écoutés ou ils avaient peur du regard de l'adulte un adulte à un moment donné de leur vie avait eu des actes malhonnête envers lui, malsain envers lui. Ils n'ont pas forcément envie, enfant, d'aller après vers un autre adulte. Ils ont peur de l'adulte et finalement ne parlent pas, ne sont pas considérés comme victimes, donc n'ont pas eu de reconstruction après coup. Et en tant qu'adultes, après, peuvent avoir de graves troubles psychologiques et avoir du mal à se construire pour leur vie future. Bien entendu. Alors d'où l'importance de la sensibilisation chez les petits, chez les enfants. Quelles sont les mesures et les campagnes de prévention qui sont prises en France? Alors, en France, ça reste encore assez compliqué. L'OMS et l'UNICEF ont fait quand même le constat que la reconnaissance et donc après la prise en charge des enfants, c'était encore quelque chose assez compliqué en France. Alors l'association Mémoire traumatique et victimologie qui fait régulièrement des enquêtes auprès d'adultes qui ont subi des violences sexuelles enfants, disent quand même que 51% des victimes de violences sexuelles avaient moins de 11 ans, première fois. Donc c'est quand même quelque chose de très grave et c'est quelque chose qui peut être, donc on peut en parler dès la plus jeune enfance finalement, il ne faut pas forcément en avoir peur. Alors on peut se poser la question de ce qu'on peut faire pour ça, ce qu'on peut faire pour protéger les enfants, ce qu'on peut faire pour en parler aux adultes qui puissent eux ensuite en parler aux enfants sans avoir cette gêne qu'on peut avoir parfois à traiter certains sujets. Alors déjà, le premier point, ce serait par lever cette loi du silence qui est autour de toutes les agressions sexuelles, surtout envers les enfants. On n'en parle pas assez. Ils se heurtent trop souvent au silence. Donc, il faut ramener la confiance entre l'adulte et l'enfant. Il faut que l'enfant prenne conscience qu'il peut parler à l'adulte, qu'il ne doit pas avoir peur, qu'il a le droit de dire non, que l'adulte n'est malheureusement pas toujours bienveillant envers lui et qu'à ce moment-là, ce n'est pas parce que c'est un adulte qui n'a pas le droit de dire non. Il faut aller au-delà du rapport au corps de l'enfant. Bien sûr, on va lui apprendre que son corps, c'est à lui, qu'on n'a pas le droit qu'il n'a pas le droit de le toucher sans son autorisation si ça le met mal à l'aise ou si ça lui fait mal, que lui n'a pas à faire la même chose non plus, mais que si jamais ça arrive, que ce soit un adulte ou un autre enfant, et qu'il n'ait pas peur de dire non et qu'il n'ait pas peur d'en parler. Alors peut-on s'appuyer également sur des clips, des spots pour essayer d'aborder le sujet? Alors il y a justement, des spots, en France, ce qui se fait très bien, par contre, c'est tout ce qui va être la reconstruction. Les associations d'aide aux victimes font des choses vraiment très bien. Et on a eu surtout ce spot télé qui était quand même très poignant de l'association Innocence en danger, qui a mis l'accent sur sur cette loi du silence et obliger un peu les adultes à parler, qu'on n'est pas... que c'est pas de notre faute si ça arrive même au sein de la structure familiale, mais par contre, si on ne dit rien, on est autant coupable, sinon presque, la personne qui agit sur l'enfant. Bien entendu. Alors on va regarder justement ce spot de l'association Innocence en danger. Wake,
from your sleep, the drying of your tears. Today we escape, we escape. Un clip poignant, très fort. Oui, très utile parce que ça a permis quand même de faire prendre conscience qu'il fallait parler, que quand on était témoin de ce genre d'actes malveillants, il ne fallait pas hésiter à en parler, que ça pouvait sauver l'enfant finalement qui lui a peur d'en parler à d'autres adultes ou forcément dans sa sphère familiale quand ça se passe à l'intérieur. Alors au niveau de la prévention, un pays fait figure quand même de modèle, c'est le Canada. Oui, on a un très très bon élève, le Canada, depuis plus de 30 ans d'ailleurs. La Croix-Rouge canadienne met en place un programme donc, de prévention vraiment complet auprès des administrations, auprès des familles, auprès des enfants. Donc ça s'appelle le programme Prudence. Donc ça s'adapte aux familles, ensuite aux enfants en fonction de leur âge. Ils vont aussi dans les administrations, il y a tout un protocole qui est mis en place et de collaboration avec les écoles et toutes les structures qui accueillent des enfants. Et les enfants grandissent avec ces bases et on met vraiment l'accent sur des points clés. Et donc l'enfant va grandir et l'adulte va se construire avec ses évidences finalement. Donc tous les enfants sont conscients des droits qu'ils ont en tant qu'enfants. Ils savent aussi que les adultes sont là pour les protéger. Et donc s'il y a un adulte qui agit mal envers eux, ils vont savoir le dire, que ce n'est pas normal. Ils vont savoir en prendre conscience. On met aussi l'accent sur la notion de sphère privée, de ce qui est à nous, de ce qui est aux autres, et savoir qu'on ne rentre pas comme ça dans notre sphère privée, que ce soit tactile au niveau des mots aussi, la psychologie ça peut être très important, et la relation au corps. Les enfants savent aussi qu'ils peuvent dire non pour se protéger, et qu'ils peuvent aussi parler pour se protéger et se faire protéger. Et vraiment, le Canada a vu au niveau des chiffres une baisse des agressions sexuelles chez les mineurs, et aussi une hausse finalement des enfants qui parlent, et des adultes aussi qui n'hésitent pas à se confier plus tard, même si c'est trop tard, sur ce qu'ils ont vécu quand ils étaient enfants. Merci beaucoup, Gwendoline, de nous avoir présenté ce sujet délicat. Marion, je voyais que ça vous faisait beaucoup réagir. Bien sûr, D'ailleurs, je suis très surprise à chaque fois que je vais chez le médecin. Il n'y a jamais une affiche avec un numéro où on peut appeler, où les enfants peuvent appeler. À chaque fois, je leur dis à ces médecins, vous affichez chez rien? Ah ben non. Voilà, c'est vraiment libérer la parole chez les adultes, que ça devienne quelque chose naturel de pouvoir en parler comme ça. Oui, il y a encore du travail. Il y a encore du boulot chez nous. Le Canada, ils sont très forts. Le Canada, ils sont très forts. Mais c'est en route, Il faut on va y arriver. essayer de garder un discours positif. Alors vous, Marion, vous avez eu une adolescence bousculée. Oui. Assez chaotique, on peut le dire. Et vous avez rencontré un marin qui vous a convaincu de venir vous installer en Bretagne, à Saint-Suliac, très exactement. Est-ce que vous aviez déjà le désir de faire des films ? En fait, la vie me happait, donc j'avais ce besoin comme ça de me dire, voilà, de se vivre que je vis, toutes ces expériences. Il va falloir un jour que j'en fasse quelque chose, parce que sinon ça ne va pas pouvoir continuer longtemps comme ça. Mais voilà, j'étais trop happée par ma vie, mes expériences, mes voyages, mes vies à droite, à gauche. Donc voilà, c'était là, ce réel, c'était toute ma vie. Et, vous, c'est le réel qui vous intéresse, c'est ça? Filmer le réel, filmer les... Oui, vivre le réel et filmer le réel. Alors, il y a eu un tournant dans votre vie, c'est quand vous avez fait les ateliers Varan. On peut expliquer ce que c'est que les ateliers Varan. Voilà, en fait, c'est une école quand c'est devenu un peu essentiel, même une histoire de survie pour moi, de faire de ce vécu, tout ce que j'avais vécu, quelque chose, donner du sens, transformer, puisqu'on est là pour transformer. Et bien, c'était faire du documentaire, et il n'y avait qu'une école qui me parlait, c'était les ateliers Varan. C'est l'école créée par Jean Rouge, c'est le cinéma direct, on nous apprend à filmer le réel. Sans chantilly, avec une éthique très forte, des valeurs fortes, un sens de la responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire que tu filmais cette personne? Qu'est-ce que tu veux dire? Attention, ça induit quoi? En questionnement permanent.
Alors, on peut dire que le réel, vous l'avez pour le moins vraiment filmé, puisque vous avez suivi une famille rome pendant quelques mois dans une voiture, une famille qui vivait dans une voiture. Ça a donné un premier film, qui a un très joli titre. Dites-nous tout. Qui s'appelle... Donc en fait, au-delà de la famille, c'est Cassandra, la petite fille. Voilà, cette enfance. Voilà, je voulais filmer une petite fille rome qui navigue entre cauchemar et enfance. Et donc elle vivait dans sa voiture, dans des squats, à droite, à gauche. Et ce film, je l'ai appelé « La bougie n'est pas faite de cire, mais de flamme ». Et en fait, c'est une métaphore, c'est un dicton rome. Voilà, ça veut dire que eux, ils voient la flamme, nous, on serait plutôt sur la cire. Et eux, voilà, c'est... Et donc, voilà, j'ai suivi cette petite fille, Cassandra. Alors, on va regarder tout de suite un extrait de votre premier film. Donc, c'était à la fin des ateliers Varan, film d'école. La bougie n'est pas faite de cire, mais de flamme. Comment tu faisais tes devoirs dans la voiture? Je me mettais ici au volant, le cahier ici, et j'écrivais comme ça. Le cahier ici, comme ça, et j'écrivais comme ça. Et Alessandro, comment ça se passait pour lui dans cette voiture? Il se passait mal aussi pour lui. Raconte-moi. Lui aussi, il avait peur. Il avait peur aussi la nuit de les gens qui viennent, qui cassent les fenêtres. Donc il dormait peu? Oui, aussi. Parce que dans le parking où on vivait dans la voiture, il y avait un chat qui ressemblait à un tigre. Il était très grand, il ressemblait à un tigre. Mais sauf qu'il n'avait pas les petites taches noires là. Et il montait sur le capot là. Il faisait très de bruit. Et Gabriel, quand il attendait, il pleurait. Il montait par derrière et il descendait par en face. Après, il partait. Toi aussi, t'avais peur? Oui. La première fois, j'avais peur. Mais la deuxième fois, la première... Jusqu'à la troisième fois, j'avais peur, mais après, je me suis habituée à... Film fort également, c'était en 2009. Vous aviez la sensation de filmer des combattants de la vie, c'est ça? Chez Cassandra, vraiment, elle avait à peine 10 ans, c'était une petite fille, mais oui, à sa manière, parce que dans la dureté, l'âpreté, la brutalité de son existence et de son monde familial, il y avait l'enfance qui était là, que j'ai aussi beaucoup filmé dans ce film, et avec tout ce qui comporte de rêves, d'onirisme, qui est là, quel que soit le vécu, c'est ça l'enfance. Pourquoi ça vous fascine autant, l'enfance? C'est toujours finalement l'objet de vos films, c'est ça, l'enfance. C'est l'enfance parce que c'est la base de tout, et que c'est à travers l'enfant qu'on construit... que l'on devient l'homme et la femme que l'on sera plus tard, et que quand l'enfance est abîmée, bafouée, cabossée, voilà, je sais à quel point ce que ça demande à l'âge adulte comme bataille, comme combat. Et donc j'ai vraiment, je sais pas, c'est pas un désir, mais préserver, accompagner, veiller, quoi, donner de l'amour, un amour sain, quoi. Et c'est très pénible pour moi. Vous avez des nouvelles de Cassandra aujourd'hui? De temps en temps, je l'ai revue il y a 2-3 ans. Elle est venue me voir à Paris. Donc ils ont un appartement dans une cité abominable, la pire de toutes. Je sais plus pas. Mais ils ont un logement. Ils ont un logement, voilà. Voilà, et elle va bien. Elle a été le plus loin possible quand même à l'école, et ça c'était vraiment merveilleux, parce que je veux dire, le savoir, accéder au savoir, c'est l'issue quand même. Mais elle va bien, C'est une belle jeune fille. Ouais. Marion, vous restez avec nous. Oui. On va maintenant parler de solidarité. On va rester encore dans ce domaine-là, vous voyez. Ouais. On va voir que les objets connectés ne sont pas que des gadgets. Et c'est bien l'objet de Télimed, un petit boîtier d'assistance que va nous présenter Aurélie Schaeffer-Morin, qu'on reçoit tout de suite. Bonjour Aurélie. Alors, vous venez avec un drôle de petit objet dans la main. Ça est un objet conçu par votre société, Télimed. Tout à fait.
Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est exactement? Dites-nous. Alors ce petit boîtier, on l'a appelé la Télébox. Donc il y a juste un bouton d'appel, tout simple. Et l'objectif, c'est de mettre en relation les personnes dépendantes avec une communauté d'aidants par l'intermédiaire d'un opérateur qui est un opérateur de proximité, qui connaît très très bien les bénéficiaires et qui connaît aussi très bien les aidants au niveau local. Alors, comment ça marche très concrètement, hein? À quel type de besoin ça permet de répondre finalement? Un exemple, un cas de figure peut-être, un exemple parlant? Alors en fait, on s'est rendu compte que la plupart des services d'assistance se retrouvaient confrontés au fait que les appels n'étaient pas des appels d'urgence, mais des appels pour des besoins du quotidien. Comme par exemple quelqu'un qui attend sa fille qui va arriver par le train et qui ne se rappelle pas de l'horaire à laquelle elle arrive, ou bien quelqu'un qui a un problème d'électricité et qui ne peut pas accéder à l'armoire électrique. Des choses très pratiques. Et donc, notre volonté, c'est de répondre à ces besoins du quotidien qui représentent en fait 80% des appels sur les plateformes d'assistance. D'accord. Alors, quel est le réseau de proximité sur lequel vous souhaitez vous appuyer finalement? Alors, le réseau que l'on souhaite animer, c'est un réseau qui est constitué à la fois d'associations, des aidants familiaux, bien sûr, parce que des fois, il faut juste les prévenir eux-mêmes, et puis d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que, comme il y a des besoins du quotidien qui correspondent à des services, mettre en relation ces bénéficiaires avec des entreprises de l'économie sociale et solidaire nous a paru un bon moyen de faire fonctionner tout ça. Alors le projet s'appuie sur des chiffres, évidemment, parce que vous ne vous êtes pas lancé n'importe comment, évidemment, à l'emporte-pièce. La population vieillit et donc, de ce fait, votre boîtier peut faire des heureux, on va dire. Il y a des besoins énormes, finalement. Oui. Donc d'ici peu, on sera à 3 millions de personnes dépendantes en France. Donc ça, c'est vraiment énorme. Et chaque année, on estime qu'il y aura 200 000 personnes dépendantes de plus. Donc c'est vraiment très important de s'en occuper. Et 60% de ces personnes, en plus, sont dans des classes fragilisées. Donc pour nous, c'était aussi l'enjeu de notre service, c'est de proposer un service peu coûteux pour répondre aux besoins des personnes les plus fragiles. Alors le projet est d'ores et déjà en cours d'expérimentation. Il est testé en ce moment dans plusieurs endroits de Bretagne. Dites-nous en plus. Oui, alors on a un partenariat avec les CCAS de Brest. Donc on a une expérimentation en cours dans certains EHPAD et avec quelques personnes particulières chez elles, avec différentes associations. Et nous sommes justement cette semaine en cours d'installation de notre expérimentation à l'Office public des HLM à Saint-Brieuc, Terre et Baie Habitat. D'accord. Alors vous allez franchir un cap, bien sûr, puisque vous lancez une campagne de financement participatif sur la plateforme Kengo. Quel est l'objectif, du coup, de ce financement? Vous attendez combien? Alors, on a demandé un financement de 6 000 €. Ça correspond pour nous à équiper 50 personnes pendant 1 an au service. Et l'objectif pour nous, c'est vraiment de créer cet élan, d'avoir les premiers bénéficiaires réels du service, puisque pour l'instant, c'est une expérimentation qu'on mène avec Brest et Saint-Brieuc. Mais là, ce seraient vraiment les premiers bénéficiaires. Et en se basant justement sur des besoins réels, c'est-à-dire que vraiment, ce qu'on veut, c'est créer un élan en demandant aux personnes qui connaissent des bénéficiaires potentiels de nous les adresser, et aussi, éventuellement, s'ils veulent faire un don, de participer à la cagnotte en aidant à équiper une personne. Alors, la cagnotte est ouverte jusqu'au 11 décembre sur Kengo. Même les petits dons sont exactement, bien entendu, ça commence à partir de 10 €. Voilà. C'est important de le rappeler. Et le service sera accessible à partir de quand, si tout va bien? On estime pouvoir proposer le service pour le printemps 2018, une fois que la campagne sera terminée, le temps de mettre en place tout le service. Merci beaucoup Aurélie. Et puis on rappelle bien entendu que pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez aller sur le site de Kengo, www.kengo.bzh. Voilà. Marion, c'est un sujet sensible également, la dépendance. Sensible personnellement, oui, ça me touche. Mais est-ce que ça va permettre aux personnes de moins aller en maison de retraite? C'est ça, l'objectif, c'est de les maintenir à domicile. Oui. D'accord.
Voilà. Alors vous aussi, hein, Marion, vous avez fait appel au financement participatif quand vous avez voulu faire sortir, entre guillemets, La Belle Vie, enfin Anaïs s'en va en guerre. Et c'était une rencontre décisive avec une jeune femme que vous avez faite, une jeune agricultrice au caractère bien trempé, Anaïs. Comment ça s'est passé, cette rencontre-là? Est-ce que tout de suite vous vous êtes dit, cette femme-là, il faut que je fasse un film sur elle? C'est une évidence. On m'avait parlé d'Anaïs, elle était dans mon village, on m'avait parlé d'une jeune fille là, qui voulait faire des tisanes, qui vivait dans sa caravane, sans eau, sans électricité. Ça m'intriguait simplement d'un point de vue humain en tant que personne, quoi. Je me suis dit, elle prend pas l'autoroute, là, elle prend les bus. Voilà, puis elle a un rêve, elle va aller au bout de son rêve. Donc j'ai été la rencontrer. C'était un dimanche matin, elle était là dans sa caravane. Elle triait sa menthe, elle était très affairée, elle est toujours affairée, Anaïs. Elle s'arrête jamais. J'ai trouvé très belle, quoi, belle dans ce qu'elle dégageait, pas l'apparence uniquement. Elle était à sa place, quoi. Il y a des êtres comme ça, vous les voyez dans un contexte. Elle avait beau se laver au puits et tout ça. Tout ça, c'était cohérent. Et puis, elle m'a parlé de son combat, qu'elle voulait, voilà, être agricultrice, faire des tisanes, les vendre partout. Puis cette manière d'en parler, puis d'être là comme ça, voilà, j'ai tout de suite eu envie de la filmer. Je lui ai dit tout de suite, au bout d'une heure, là, comme ça, je dis, mais je veux te filmer, je veux filmer ton combat, Anaïs. Voilà, moi, ça me parle vraiment. Et elle me dit, bah, je sais pas ce que tu trouves à ça, c'est pas très intéressant, mais si tu veux, je suis d'accord. Elle était d'accord, et bien heureusement, parce que vous l'avez suivi pendant 2 ans et ça donne un très beau film, Anaïs s'en va en guerre, qui a fait un buzz énorme sur Internet. On va regarder tout de suite un extrait de ce film, on en reparle juste après. Voilà, pour l'électricité, du coup, j'avais eu RDL qui m'avait dit que c'était à la mairie. Je vais voir la mairie. Ah bah non, ça a eu ADL de s'en occuper, donc c'est cool, ils se rebalancent le dossier. Eux aussi, personne ne veut faire le boulot. Enfin bon, c'est pour tout, quoi. Puis pareil, hein, la réserve d'eau qu'on voulait faire, là, du coup, j'ai tout vu en même temps. Ah bah non, c'est interdit en zone humide de faire une réserve d'eau, forcément. C'est logique. Donc voilà, quoi. Donc ils commencent à me gonfler à ce insu-là. Je vais aller voir ailleurs comment c'est, parce que clairement, les bâtiments les roues, il y en a ras-le-bol, quoi. Franchement, c'est bon, quoi. Donc voilà pourquoi, non, je suis bien remontée là, mais ils ont réussi à me pomper toute mon énergie. Cool. On va tout arrêter maintenant. Quand je suis venue désherber, ça me détend. On a de la chance cette année, il y en a du désherbage. Franchement, j'en peux plus là, ils m'ont complètement bouffé. Je te dis, j'arrête là, hein. Je m'installe plus. Hein. Je m'installe plus, je vais retourner faire mes études et je m'installerai dans 10 ans quand à la base je voulais faire. D'ailleurs, je voulais pas m'installer à mon âge à la base. Hein. C'est juste qu'il fallait reprendre la ferme en urgence. Donc voilà, je me suis dit ok, mais là en l'occurrence, j'ai plus rien à foutre là. Donc je vais reprendre mes études et je m'installerai plus tard. Hein. Et puis surtout pas à Saint-Sulpice. Alors là, dire, c'est bien, c'est un plus beau village de France, bah, ils vont les garder pour les touristes. Hein, mais c'est pas moi qui vais venir cultiver ici. Hein. Ils vont garder leur maïs, hein, ils n'auront pas des belles plantes. Alors voilà, cette personnalité incroyable, cette femme, cette combattante, Anaïs. Vous avez été surprise par le succès de ce film, en fait? Bah oui, parce que je m'attendais à rien. Moi, je voulais juste filmer son combat. Je pensais à rien d'autre que ce que je faisais, ce film, de tout y mettre, tout donner, filmer au plus près de ce qu'elle était, au plus juste. Donc voilà, c'est sorti sur TVRN. L'avant-première, je me suis quand même dit, ah là, tout ça pour ça, toute cette énergie-là que demande un film 2 ans après le montage et tout, et puis bon, l'avant-première, et puis après, bon, bah voilà, le film est terminé comme une petite film, je me suis dit, bah, tout ça pour ça. Non, sauf que le film a une vie incroyable. Et puis après, depuis. là, ces trucs-là qui montent, voilà, un article dans Rue 89, dans Le Monde, dans Télérama, à droite, à gauche, des gens qui écrivent. Bah, bon, c'était bizarre, quoi, de voir ce truc-là monter. Ça vous a fait peur à toutes les deux? Vous avez été dépassées un peu par Anaïs, oui, parce que vraiment, d'abord, elle comprenait pas, parce que, enfin, c'est pas les gens étaient extrêmement gentils, mais c'était tellement débordant. Il y avait les gens lui postaient de l'argent. Elle recevait tous les jours des colis, des gens qui lui faisaient des outils avec du bois, je sais pas trop quoi. Enfin, voilà, c'était, on débarquait dans son champ le dimanche. Donc voilà, en tant qu'être très solitaire, sauvage, ça lui a fait, oui, ça l'a, voilà. On la reconnaissait dans la rue, dans le métro à Paris. Elle me dit, oh, Marion, on m'a reconnue là dans le métro.
En fait, ce qui marquait, c'était son courage. Mais elle n'avait pas cette même perception. non, c'est ça, du courage. Pour elle, c'était juste normal, en fait. Voilà, les gens ne l'arrêtaient pas. Ils me disent, mais Marion, qu'est-ce qu'il y a avec le courage? Moi, je ne suis pas courageuse du tout. Je fais juste que je sais juste que je ne pourrais pas faire autrement que faire ce que je fais, puisque c'est ce qui gronde à l'intérieur, c'est ce qui m'habite. Je ne pourrais pas faire autrement. Donc, ce n'est pas du courage pour elle. Alors, ce sont ces belles rencontres qui façonnent votre parcours de réalisatrice. Et il y en a eu d'autres. Il n'y a pas eu qu'Anaïs. Il y a eu aussi cette bande de jeunes que vous avez rencontrés dans votre village, en fait, Saint-Sulliac. Ça a donné un très beau film également, votre troisième film, finalement, La Belle Vie. Pourquoi filmer ce moment un peu spécial entre l'enfance et l'adolescence? Ils ont quel âge? Eh bien, c'est ça. Ils ont 12, 13 et puis 12, 13, 14 ans. 14. Et le plus grand, Louis, 15 ans. Voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai observé ces enfants que je connais depuis qu'ils sont tout petits dans mon village. J'ai veillé sur eux. On était proches. Je les ai vus partir dans les marécages comme on part à la guerre, jouer dans l'église, et des sauvages, cette enfance sauvage. Et puis un jour, là, j'ai vu que l'enfance était en train de partir et c'est ce que vous avez voulu capter, ce et petit je savais moment. que c'était très bref, je savais que c'était maintenant, quoi, vraiment. Alors donc, je me suis dit ça, le lendemain, je prenais ma caméra presque. C'est comme pour Anaïs, c'est vraiment des rencontres. C'est les rencontres qui font mes films. C'est pas, je vais pas me dire, tiens, je vais filmer, j'ai un sujet. Mes films n'ont pas vraiment de thématique, comme on dit en télé, quoi. C'est dans l'instinct, dans le vivre. Dans et donc ce l'instant. passage, on quitte l'enfance, on n'est pas encore dans l'adolescence, ça dure quelques mois, un an. Et il y a une puissance de vie, on prend conscience un peu de ce que l'on est, on prend conscience que on a cette sensation que tout est possible, tout est pour nous, etc. C'est phénoménal, quoi, ce passage. Et après, l'adolescence arrive, on passe dans autre chose. Et donc, voilà, c'était urgent, quoi. C'était maintenant. Alors, c'était maintenant. On va regarder justement un extrait de La Belle Vie, ce paradis perdu, juste après. Voilà. Gagner un maximum de sous, moi, ça m'intéresserait pas. Enfin, je préférerais être à l'aise, avoir des horaires négociables, un peu tenir un SketchUp, moi ça m'irait très bien. Bah là, ma vie de rêve, moi, c'est vivre en Australie avec une putain de villa, une putain de piscine, un vieux bol chez soi, face à la mer. Voilà, c'est parfait. Là, c'est parfait. Vivre dans un van où tu skates quand tu veux, tu dors quand tu veux. Enfin, je sais pas, ce serait la belle vie. Ils vous ont tout donné, hein. Vous étiez l'amie, la confidente. La filmeuse. La filmeuse. Surtout pas l'adulte qui domine et qui casse. Alors là, pareil, hein, vous êtes resté en contact avec eux. D'ailleurs, vous avez fait un webdoc en parallèle de ce film La Belle Vie, qui s'appelle La Bande du Skatepark. Mais au-delà de ça, vous restez en contact avec eux. Et en fait, c'est toujours ça. Vous avez toujours ce petit lien, ce petit fil. Vous aimez dire que vous vivez sur un fil, mais vous n'avez rien lâché. Et là, vous suivez encore aujourd'hui l'aîné de cette bande. Louis, c'est ça? Louis, voilà, qui vient d'avoir 18 ans. Qui a un parcours de vie difficile, un petit pied dans une délinquance qui s'installe, un autre dans une puissance de vie, là, ça déborde de partout, il n'est pas du tout adapté, enfin, toute sa puissance de vie est bien trop forte pour ce monde de Playmobil, très, voilà, lui, ça va dans tous les sens, tout est trop fort, l'amour, etc. Et donc, c'est compliqué de s'adapter à ce monde quand on est comme ça, on aime la vitesse, on aime la bagarre, il aime Héloïse, son amoureuse, comme personne, il surfe, voilà, et puis ça l'empêche pas au petit matin de se bagarrer avec je sais pas qui, ou de passer au tribunal hier, etc. Et donc je veux filmer comment on fait quand on a 18 ans, qu'on est apprenti peintre chez Saint-Maclou depuis 2 mois et qu'on a tout ce jaillissement de la vie là, qui passe de partout, je sais pas. Donc je le filme pendant 1 an.
Et je filme aussi quelque chose que j'avais jamais fait, qui m'émeut beaucoup. Je filme Louis et son amour pour Héloïse, quoi. C'est très beau, c'est très pur, je me régale, quoi. On sent toute la passion dans votre regard, Ouais, ça y a pas de je me doute. régale. On profite de votre présence, d'ailleurs, Marion, pour rappeler que comme chaque année, en novembre, c'est le mois du film documentaire, le 18e du genre cette année. Un événement national qui se décline bien entendu dans notre région également, dans plein d'endroits, mais pour tout renseignement, vous allez voir sur le site internet moisdudoc.com. Il y a d'ailleurs La Belle Vie qui est projetée dans ce cadre-là. Voilà, le 17 décembre à 15h30. À Rennes. Voilà, à Rennes. Et La Belle Vie qui a eu, comme Anaïs s'en va en guerre, une étoile de la SCAM. Hein. Ouais. Pas inutile de le signaler non plus. Vous restez avec nous, Oui. Marion. On parlait de cœur, d'amour. Eh bien, écoutez, justement, on va être au cœur du sujet. Voilà maintenant peut-être une idée de prochain documentaire pour vous, sait-on jamais. Suivre le quotidien de celles et ceux qui ont subi une greffe du cœur ou qui vivent avec un cœur artificiel. C'est le quotidien, bien sûr, du professeur Erwan Fleischer, chirurgien cardiaque au CHU de Rennes, qui nous rejoint tout de suite. Bonjour professeur. Bonjour. Alors bonjour. vos patients sont ce que l'on appelle des insuffisants cardiaques, Oui, c'est ça? c'est ça. Alors en 2017, comment traite-t-on ces malades du cœur? Plusieurs possibilités. Plusieurs possibilités. Ouais. Lorsque le cœur ne fonctionne plus, on peut d'abord donner des médicaments, hein, donc ce sont les cardiologues. Mhm. Ensuite, lorsque les médicaments ne suffisent plus, on peut envisager de le réparer. Donc c'est toutes les opérations de chirurgie cardiaque qu'on fait au quotidien, les pontages, changer une valve, réparer une valve. Et pour certains patients, les plus graves, malheureusement, la maladie peut être tellement évoluée que le cœur n'est plus réparable. Et à ce moment-là, on peut envisager soit de le changer, soit de mettre en place une machine qui va faire le travail de ce cœur défaillant. Alors le nombre de donneurs, malheureusement, est limité. Comment faire face justement à cette situation? Il faut promouvoir le don d'organes, et c'est une des politiques de santé actuelles. Mais très clairement, il y a actuellement 2,2 receveurs pour un donneur. Donc il y a une disproportion entre l'offre et la demande. Donc c'est un problème pour la greffe cardiaque, c'est qu'il faut avoir un greffon, et puis parfois il faut l'avoir rapidement. De là est née une alternative que sont les machines, les cœurs artificiels, les assistances ventriculaires et toutes ces nouvelles pompes qui apparaissent depuis quelques années, qui se développent considérablement. Oui. Alors, on ne le sait pas suffisamment, mais on transplante un cœur en plastique, partiel ou total. Hein, mais Oui. Le premier paraît cœur magique. artificiel total chez l'homme, hein, c'est pas il y a quelques années, hein, c'était déjà en 1969. En 69, ils ont retiré le cœur d'un malade, ils ont mis un cœur en plastique et le malade a vécu plusieurs jours. Donc vous voyez, c'est pas... Souvent les gens à l'hôpital ou on me dit « Ah, ça a vu, ils ont fait un nouveau cœur artificiel ». C'est un nouveau, mais ça a déjà quelques décennies en fait. Donc oui, on a déjà des patients qui vivent avec des cœurs en polyuréthane, enfin avec des composants plastiques, effectivement, pendant plusieurs mois. Le plus souvent, actuellement, en attendant une greffe. Donc le traitement de référence reste la greffe. Mais ces patients n'ont pas forcément eu la chance d'avoir un greffon ou étaient trop graves ou allaient mourir. Donc en attendant la greffe, on leur a mis un cœur en plastique. Un cœur en plastique. Comment vit-on avec un cœur artificiel? Est-ce que ça implique beaucoup de contraintes? Oui. Ouais. Alors ça dépend des machines en fait. Il y a les machines sympas et les machines pas sympas. Donc la machine sympa, c'est entre guillemets lorsque vous n'avez qu'une moitié du cœur qui est malade, la moitié gauche, on peut mettre en place une petite pompe, une assistance ventriculaire gauche, qui est silencieuse, qui fait pas de bruit. Vous pouvez conduire, vous pouvez voyager. Moi, j'ai certains patients qui ont repris le travail. Donc c'est pas parfait. Il y a un câble qui sort de l'organisme et vous vous promenez avec des batteries. Ça, c'est une première catégorie de patients avec ce qu'on appelle des cœurs artificiels partiels. Et puis, il y a l'autre machine qui est beaucoup moins sympa, qui est le cœur artificiel total. Lorsqu'il faut retirer tout le cœur, les deux parties du cœur, droite et gauche, sont malades, sont atteintes par la maladie de façon irréversible. Et à ce moment-là, on est obligé de tout retirer, de mettre en place une grosse machine, donc un cœur artificiel total, qui, même s'il existe depuis quelques années, reste quand même avec beaucoup de complications, avec une qualité de vie qui est pauvre. Peu de malades rentrent à domicile. Le plus souvent, vous attendez 2, 3 mois, 4 mois dans votre chambre à l'hôpital qu'un greffon soit disponible. Donc on n'est pas dans la même catégorie de malades. Une première catégorie autorise une vie correcte. Le cœur artificiel total reste quand même encore une aventure humaine. Et aventure humaine, c'est le mot. Est-ce que ce sont des opérations fréquentes finalement? Non, ce sont des thérapeutiques d'exception. Tous les centres hospitaliers ne greffent pas.
Et tous les centres hospitaliers ne mettent pas, et heureusement, des cœurs artificiels. Donc pour vous donner un ordre d'idée, on a fait l'année dernière 456 greffes cardiaques en France, je crois. Et des grosses machines dont je vous parle, on en met entre 250 et 300 dans notre pays. Donc ça reste des thérapeutiques quand même d'exception, Mais avec le des CHU de équipes Rennes entraînées. est à la pointe. En ce domaine. Oui. On est capable à Rennes de fournir tout l'armada du médicament au pacemaker, à l'aval, jusqu'au cœur artificiel total. Oui. Mais il faut des équipes entraînées, rodées. C'est tout sauf un gars tout seul dans son coin. Hein. C'est vraiment un travail d'équipe et exclusivement d'équipe. Hein. Quel avenir, à votre avis, pour la chirurgie cardiaque? Est-ce qu'il y a encore des pistes d'évolution? Ah oui, moi je suis confiant, hein, j'ai pas peur de l'avenir, donc je pense que plusieurs choses. D'abord, on va vers le mini-invasif avec des valves qu'on remplace sans ouvrir le thorax, etc. Donc ça, c'est tout un champ d'activité. Et puis moi, je crois à la prothèse cardiaque, moi je crois au cœur artificiel. Hein. Je sais pas si je connaîtrai à la fin de ma carrière la prothèse idéale, mais je vois les évolutions sur 10-15 ans déjà, donc non, moi j'y crois. Ben voilà, un discours, vous voyez, plein de vie. Je vous voyais regarder avec beaucoup d'admiration. Non, je me demandais juste s'il y avait des personnes qui avaient besoin d'un cœur artificiel et qui ne faisaient pas cette demande, vu la lourdeur des... Est-ce que ça arrive, ça? Oui, c'est une discussion qu'on a avec le malade. Ah, oui. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imposer au malade. Il va monter l'Everest, je dis souvent, en short et en tongs. Non, mais c'est vrai. Et nous, on est là à côté de lui, on lui guide le parcours, mais c'est lui qui monte. C'est lui qui monte. Donc très clairement, il faut que le patient en ait envie, il faut qu'il ait envie de se battre. C'est un marathon. Ils arrivent déjà après des fois 10, 15 ans, 20 ans d'hospitalisation, de médicaments. Ils arrivent fatigués au bout de la route, et là on leur dit, si vous voulez, il y a un deuxième challenge. Voilà. Donc certains jettent l'éponge. Lorsqu'on peut, lorsque c'est possible, on leur fait rencontrer un patient sous machine. Sans nous, sans soignant. Et là, ils ont la vraie vie. Montre-moi tes batteries, montre-moi ton câble, mais comment ça marche, mais qu'est-ce que tu peux faire avec, voilà. Et j'ai quelques patients qui sont sortis du bureau qui m'ont dit, non, mais moi, jamais. Et d'autres qui m'ont dit, moi, on continue, on y va. Ça, c'est lorsqu'ils peuvent donner leur avis, parce que parfois, ils sont en réanimation, intubés, ventilés dans le coma, et là, c'est avec les proches, parfois, on peut être amené à prendre une décision pour eux, en espérant prendre la bonne. Les combattants de la vie, encore une fois. Merci beaucoup, professeur Fleischer. Alors, puisqu'on parlait de cœur, eh bien, on va maintenant évoquer naturellement le sport. Tous les mois, Hugo Mamba, le directeur sportif du Stade Rennais Athlétisme, nous incite à bouger. On parle marche et running ce matin. Bonjour Hugo. Alors vous êtes en pleine forme. Comme toujours, j'essaye. Vous allez nous dire, sauf les apparences, mais vous êtes toujours en forme. Vous allez nous dire comment emmener plus de qualité dans nos marches et dans nos footings au quotidien. Pourquoi est-ce que c'est si important ? C'est très important parce que on incite de plus en plus à faire de l'activité physique, mais il va y avoir, entre guillemets, des petits process à mettre en place dans les activités du quotidien, qu'on soit en train d'aller au travail ou dans une activité en tant que telle. Donc aujourd'hui, on va cibler de façon prioritaire la marche et la course. Donc sur plusieurs points. Le premier, l'utilisation de ses bras. Donc, c'est vrai que souvent, on est un peu comme ça, on ne sait pas quoi en faire, on se dit mais ça sert à rien quand on court. Carrément les mains dans les poches. Donc pour les marcheurs, on va les inciter désormais à la marche, à balancer les bras. Ça paraît simple, mais c'est très important. Un, sur le plan de la coordination, parce qu'on se rend compte que beaucoup perdent en coordination parce qu'ils n'utilisent plus du tout leurs bras. Le deuxième impact va être un impact sur le plan cardiovasculaire. Le fait de balancer ses bras, si possible de façon active, va permettre d'avoir un léger essoufflement et de faire travailler le cœur dont on parlait juste avant. Et enfin, le troisième point va être celui de la propulsion. Balancer ses bras, c'est avoir une meilleure propulsion. Décembre arrive, il va falloir être actif dans les magasins sous peu, donc il faut s'y mettre. Et enfin, l'usage des bras à la course. Oui. À la course, ça va être un petit peu l'inverse, on va être plutôt sur une course avec des coudes fléchis pour un meilleur aérodynamisme, un meilleur rendement et plus d'efficacité. Alors au niveau des jambes, au niveau des jambes, il va falloir également mettre en place des techniques bien particulières. À la marche des jambes, on va parler de dérouler de pied. Donc dérouler son pied du talon vers la pointe pour également avoir une bonne propulsion. Un pas qui va être un petit peu plus grand et du coup une marche qui va être plus utile. Et à la course, là, ça va être un petit peu différent. Donc, pour ceux qui font leur footing habituellement, dans un premier temps, on va leur suggérer d'essayer de courir en faisant le moins de bruit possible
pour limiter les chocs au niveau du sol. On va leur demander d'alterner entre de la course en amplitude et de la course en fréquence. Fréquence parce que ça va permettre d'avoir un petit essoufflement, et amplitude parce qu'une fois encore, on sera sur une foulée qui va être plus grande. Alors, un dernier petit conseil pour bien respirer. Comment bien respirer ? Bon, disons qu'à la course, effectivement, on parle de bien respirer, mais on va simplement demander de chercher à expirer, parce que l'expiration permettra d'avoir une inspiration réflexe, et juste se concentrer sur l'inspiration, ça peut créer de la suffocation, et du coup, une efficacité à la course qui va être diminuée, ou à la marche. Donc, on évite l'essoufflement, bien entendu, au maximum. Ça dépend des activités, ça dépend de ce qui est recherché. Disons que si on part pour une marche longue, on va éviter d'être trop vite essoufflé. Donc on va être dans ce qu'on appelle les anses respiratoires, la capacité à papoter comme on est en train de le faire actuellement. Mais là, vous ne courez pas. Parce que si vous courez en même temps, je ne suis pas sûre qu'on ait le même débit. Effectivement, j'essaie de frimer un petit peu. Par contre, si on est sur une marche ou une course où on va chercher la qualité et être dans les recommandations de bonnes pratiques pour sa santé, et là, il faudra rechercher l'essoufflement qui fait travailler le corps et le cœur. Merci beaucoup, Hugo. Merci à vous. Vous êtes sportive, Marion ? Je fais du yoga. Ah oui, alors là, bon, c'est Ouais. c'est vivant, il y a moins d'essoufflement, on va dire. Ouais, mais c'est puissant. Est-ce que vous avez une devise, de vous, Marion ? Une devise, une phrase, Une petite phrase qui vous guide, il y quelque chose. y a une phrase qui m'accompagne depuis longtemps, qui est un proverbe rom, du peuple rom, et qui dit peu importe la destination, seul compte la route. Seul compte la route. Voilà, et je trouve que ça résume bien en définitive notre place sur Terre, quoi. Quelle est la route que vous avez envie d'emprunter à l'avenir, Marion ? Je sais pas, celle que je construis, celle qui me rend de plus en plus libre, celle qui me rend de plus en paix avec moi-même, qui me permet de faire mes films, c'est ma vie de filmer. Je suis jamais aussi vivante que quand je suis derrière mon œilleton avec mes personnages, que je vois grandir, évoluer. Voilà, continuer à rêver, à m'émerveiller, à être bouleversée, continuer à être vivante jusqu'au bout de la route, quoi, pour le coup. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission matinale. Il y en a une qui n'en a pas perdu une miette. Elle s'appelle Catherine Bossard et elle arrive tout de suite pour nous faire le débriefing de cette émission. Voilà, chers téléspectateurs, bonjour, ici toujours Marie-Jennifer Tremblay pour ce documentaire en direct de la Bretagne. Pour l'instant, présentement, je suis cochée sur le plateau de France 3 Bretagne. Je vais m'avancer discrètement. Très discrètement vers les gens, parce que par chez nous, il paraît que ce sont un peu des sauvages, mais on va voir ça tout de suite. Je suis encore planquée et tout, ils me voient pas et tout, c'est super. Voilà, discrètement. Ça fait 1 heure que je suis sur le plateau pour qu'ils s'habituent à mon odeur. Voilà, et ils n'ont pas l'air trop sauvages, ma foi, ils ont l'air plutôt souriants. Ça va. Ah, ici, vous voyez ici, tout de suite sur vos images, Laurence Posticus Présentatis, qui est un peu la chef de la meute ici. C'est plutôt sympathique. Voilà. Elle est souriante. Regardez-moi ça. Elle a la gueule fendue jusqu'aux oreilles. C'est magnifique. Elle est souriante. Ici, nous avons un décor dispendieux, mais ma foi très coloré. Donc, c'est plutôt sympathique. Alors, ce qui paraît de ce que j'ai vu de mon observation, c'est que parfois, leurs petits bébés sont en prise à des prédateurs qui, eux, n'ont pas de cœur et à ce point que même le professeur Erwan Fléché peut même pas leur réparer leur cœur. Donc, ma foi, c'est terrible. Ce qu'on en retient, c'est qu'il faut jaser les enfants. Il faut jaser. Si vous avez un problème, jaser, parlez-en. Hein, c'est important. Hein. Ici, on jase beaucoup chez nous, mais ça, c'est la Bretagne. Hein, c'est un peu rude. Donc, n'hésitez pas à jaser, les Bretons. Voilà. Donc, ils s'entraident par télécom aussi, c'est important. Ils s'entraident par GSM. Comme quoi, hein, il y en a qui ont encore un peu de cœur ici. C'est plutôt sympathique. Alors, voilà. Bon, maintenant qu'ils se sont habitués à ma présence, je vais aller leur poser une petite question. Pour que nous autres au Canada, on connaisse un peu mieux de ces personnes-là. Alors.
Voilà. Ils sont un peu encore sauvages, mais on les aime bien, les Bretons, ici, par chez nous. Ils ne jasent pas fort, ils ne jasent pas tout le temps. Mais heureusement que la représentatrice est là pour les faire jaser. Ma foi, c'est assez sympathique. Et ce que je voudrais dire aux Canadiens, c'est qu'il fait beau ici. Je suis arrivée depuis 2 jours et il n'a pas plus une seule goutte. Donc voilà, c'est pour dire, il faut savoir, en Bretagne, il fait fort beau. À la revoyure, les enfants. Je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures. Voilà. Marie-Jennifer Tremblay, à votre écoute. Oui? De gros becs, mademoiselle des Tremblay. Merci beaucoup. À très bientôt, Catherine. Merci infiniment, Marion, d'avoir été à nos côtés. Merci Hugo. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission, à suivre l'édition des régions. Et puis vous retrouverez juste après Midi en France avec Vincent Ferniaud et toute sa sympathique bande. Quant à nous, l'actualité, ce sera à partir de midi en Toulagade, suivi du journal régional présenté par Éric Pinault. À la une aujourd'hui, l'hôpital Guillaume-Régnier qui entre dans sa 2e semaine de grève. Nous découvrirons aussi le pari fou d'un homme qui va traverser l'Atlantique à la godille. Et puis, nous recevrons ce soir Jean-Yves Lafesse, président du jury du festival Faire un film en 48 heures. Voilà, excellente journée à tous. On se retrouve demain pour le best-of de l'émission consacrée à la santé et à la solidarité en compagnie de Baptiste Beaulieu, médecin incroyable, exceptionnel. C'était une très belle rencontre. Et puis Rachel Jouvet, également merveilleuse rencontre. Je vous conseille de regarder. Ce sera demain matin à 9h50. Et puis jeudi, notre invité fil rouge, ce sera Jo Le Guen. Excellente journée. À jeudi.